poser une évaluation malheureusement de l'appareil G9. La formation d'un métier comme le nôtre nécessite des enseignements théoriques en amphi, de la pratique dans les stages à l'hôpital et des attitudes et des aptitudes en séminaire. Ici, il y a des résidents, levez les doigts. Il y a des masters en santé mentale, levez les doigts. Des masters en psychologie clinique, levez les doigts. Voyez-vous? C'est une classe hétérogène. Pour soigner en santé mentale, il faut être multidisciplinaire. Et chacun apprend. Comme les 5 doigts de la main, chacun fait son petit métier. Le séminaire d'aujourd'hui est un séminaire d'enrichissement du vocabulaire sémiologique. Parce que dans une spécialité, nous devons parler le même langage. Et dans la communication, il faut qu'on s'accorde pour que les mêmes phonèmes soient prononcés pour désigner les mêmes signes et les mêmes symptômes. Sinon, il y a quiproquo. Et si dans la santé en général, le quiproquo n'est pas bon, en santé mentale, le quiproquo est plus traumatisant et peut être inducteur de faute. Donc, pour éviter les quiproquos entre le soignant et le soigné, il faut s'accorder sur la sémiologie. D'où l'intérêt de notre exposé. Nous allons donc écouter le docteur Joanne qui va nous entretenir sur son exposé avant le docteur. Donc, il nous a été demandé ce soir de faire un rappel sémiologique pour les résidents de psychiatrie, pour les infirmiers en santé mentale et pour les masters de psychologie. Donc, le plan était sera de faire une introduction, ensuite de passer au rappel sur les troubles de l'orientation, sur les troubles de la psychomotricité qui sera fait par moi. Ensuite, les troubles de la perception de la pensée. C'est vraiment très lent, même dans le mouvement. La 10, c'est les ralentissements. La 10, c'est les ralentissements. Ce qui est très important ici, c'est que en santé mentale, quel que soit notre niveau, nous devons parler le même langage. Parce que si je dis, tu peux remonter peut-être, si je dis par exemple apnosie, si je parle du maniérisme, tout le monde baisse un peu. Si je parle du maniérisme, tout le monde doit comprendre qu'il s'agit d'un ensemble de manifestations motrices, lesquelles les mimiques, les gestes, mais donnant l'impression d'un comportement artificiel. C'est vous le clinicien, c'est vous qui percevez que c'est artificiel. Maintenant, vous pouvez vous tromper. Si vous vous trompez, ce ne sera pas du maniérisme. Mais quand vous allez dire maniérisme, nous allons nous dire que ça donne l'impression artificielle d'emprunter de théâtral. Voyez-vous? À ce moment, si vous ne dites pas maniérisme, c'est que c'est authentique. Et si vous dites maniérisme alors que c'est authentique, et si vous décrivez un signe évident, une impulsion alors que c'est du maniérisme, il y a quiproquo. D'où l'importance de la rigueur. Vous devez vous familiariser avec ces mots, qui sont des éléments de langage sémiologique. La suite de la sémiologie psychiatrique. Et nous allons voir et écouter le docteur Foucault dans le même exercice. Donc, nous allons aborder un autre volet, la sémiologie psychiatrique, qui est assez fastidieux. Déjà, on commencera par les troubles de l'humeur. Il faut noter que les troubles de la timide, les troubles affectifs, les variations pathologiques des états affectifs. Et les troubles unipolaires, la dépression. On distingue les troubles unipolaires et les troubles bipolaires. Les troubles unipolaires concernent beaucoup plus la dépression parce qu'à chaque fois qu'on va tendre vers la manie ou l'hypomanie, on a tendance à définir plus les troubles bipolaires.
qui font l'objet de notre chapitre de part de celui-ci. Il faut bien investiguer les hallucinoses, essayer de mieux comprendre le comportement des uns et des autres et de ne pas seulement les traiter de fous, parce que souvent la police explique aussi. Bon. Les associations psychotiques, alors là c'est plus intéressant, les associations psychotiques. Il faut savoir, on a mis ça entre parenthèses pourquoi? Parce que, qui dit hallucination psychotique dit anosognosie. Je ne sais pas que c'est une anomalie. C'est vrai, c'est délirant. Donc je suis dans un déni. C'est un contexte délirant, c'est très important. Ça veut dire que ça va pousser forcément à un fonctionnement de la pensée anormale où je serais convaincu de quelque chose qui est faux. Délire. En premier, on aura donc les associations psychosensorielles. Donc, elles sont objectives cette fois-là par les 500, par l'un des 500, bien par plusieurs d'entre eux, caractérisés par leur spatialité et leur sensorialité. Ça veut dire que c'est une voix que j'entends effectivement là, en train d'être la tête. Lorsque je dis, cher collègue, tu as entendu le maître qui nous appelle là, dans son salon, et qu'elle me dit, monsieur, je n'ai rien entendu. Lorsque je vois le gars comme ça, mon cher ami, est-ce que tu as entendu? Et je n'ai pas entendu. Pourtant, j'entends bien comment il est en train de m'appeler. Là, c'est psychosensoriel, c'est mon audition, moi j'entends ce qui se passe. Ça peut être visuel, c'est une image que je vois, dont je suis convaincu, et lorsque je partage avec les uns et les autres, bien mon comportement prouve que je suis dans des accords avec les autres. Bien entendu, associé à la conviction. Et c'est la conviction qui fait le délire, puisque je suis convaincu que c'est faux. Quand vous avez des hallucinations en multiple, vous cherchez un délire. Et quand vous avez un délire, vous cherchez des hallucinations. Parce que les deux vont souvent vont ensemble, on peut le dire. C'est une hallucination, c'est vraiment une prospection qui plonge dans un délire, qui peut avoir un thème complexe ou non pédagogique. Il faut dire quand même que il faut féliciter qui a mis du sien pour mimer certains signes et symptômes. Ce qui n'est pas très évident. Mais on ne peut pas, on ne saurait enseigner la sémiologie sans parfois mettre en scène le comportement du malade. L'enseignant en psychiatrie a souvent été en situation théâtrale pour jouer. Alors c'est un enrichissement important, cette composante sémiologique qui a abordé d'abord l'aspect psychomoteur, l'aspect de la perception. Et je voudrais que vous ayez bien compris que la perception est influencée par la culture, par les croyances, par les religions. Parce que quand vous êtes thérapeute, si vous ne connaissez pas les fondamentaux des croyances culturelles des gens, vous risquez de croire qu'ils ont des troubles de la perception. Faites très attention. Parce que vous risquez, si vous n'avez pas accès au langage et à la langue de votre patient, vous pouvez penser qu'il est en logorée, ou alors qu'il est en trouble en dissociation, alors qu'il dit clairement dans sa pensée, dans sa langue. Donc vous voyez que vous êtes dans une spécialité où l'accès à la culture est très important. Hein? Tous ces mots ici décrits, qui sont d'ailleurs décrits en français et qui devraient être appréhendés par ceux qui parlent anglais, il n'est pas question d'avoir deux écoles. On a plutôt une école dans deux langues, une école bilingue. Okay? Je vais vous rappeler que la majorité des ouvrages scientifiques en psychiatrie sont écrits en anglais et que vous devez avoir une aisance de passer d'une langue à l'autre lorsque vous faites de la sémiologie. Nous allons donc accélérer en terminant notre journée avec la sémiologie sur l'anxiété. Docteur Elinel, vous avez la parole, vous allez nous parler de la peur, de l'anxiété et de l'angoisse. Et nous espérons qu'à la fin de cette leçon, nous saurons faire la différence entre ces différentes expressions. Vous avez la parole. On va entrer dans le syndrome anxieux, mais avant d'entrer totalement, on va bien sûr distinguer la peur, qui est une émotion bien sûr normale. Il n'est pas pathologique d'avoir peur. L'anxiété qui est le syndrome et qui est parfois aussi le symptôme d'un sentiment d'insécurité douloureux
heureuse devant un danger à venir, mais intérieurement l'attente non définie. L'angoisse est une alerte anticipation, elle est subjective. La détresse va perdurer au point surtout d'hypothéquer le niveau de fonctionnement de la personne. Là, on est dans la pathologie. Quand vous êtes en psychiatrie, vous enrichissez de vocabulaire et ça va se ressentir. Yes. Okay. Fear of death. Deep things. It's called bathyphobia. Things like whales. Or you stand on a fear of everything. That people who fear everything. Fear of everything is called panophobia. All of those are pathology. J'insiste sur le côté bilingue de la formation. Il s'agit ici de ne pas dire je suis de telle école ou de telle autre. Maintenant, pour notre invité, j'espère que vous avez vu comment se passe la formation des psychiatres au Cameroun. Nous formons en fonction de notre culture. Nous avons orienté la formation pour que ce soit d'abord des soignants qui connaissent le corps avant de s'adresser au psychisme. Nous formons des psychiatres qui doivent être multidisciplinaires. Et notre approche est community-based and cultural specificity-based. Aujourd'hui, nous avons beaucoup insisté sur la langue, le vocabulaire. Nous parlons français, et chaque psychiatre ici ou chaque psychologue doit savoir comment le dire dans sa langue pour mieux s'approprier. Vous n'êtes pas les Français. C'est ça aussi la clé. Bientôt, vous aurez une maman étonne qui devra vous parler des phobies. Comment vous allez faire? C'est la grande école en Afrique. Et surtout au Cameroun, qui est un pays à plusieurs langues. Votre clé dans la relation soignant-soigné, vous devez avoir accès à la compréhension de la souffrance du patient. Si vous n'avez pas le vocabulaire, vous n'aurez pas la clé pour accéder à. Et vous ne ferez pas, vous serez superficiel dans votre approche. Sur ce, le séminaire est terminé.